Bon ben, bonsoir, puis merci d'être venu aussi nombreux, c'est bizarre. Donc je me présente, je m'appelle Kylian Lemaitre, je suis développeur Ninja depuis moins de 10 ans. Ninja c'est la suite à Régis, on va voir avec lui pourquoi. Mais... donc voilà, je travaille actuellement chez S2I et en mission chez Arkia. Je ne fais pas forcément beaucoup de JS en ce moment, plutôt d'autres langages. Mais j'ai été amené à coder pendant très longtemps sur plein de langages différents, sur plein de frameworks, donc de l'Angular, du React et maintenant aussi du M. Et donc je me suis dit, autant partager un peu mon expérience. Et donc voilà, je vais vous présenter un peu ce que j'ai pu voir en 10 ans d'expérience sur tous les frameworks. Donc déjà, juste pour voir qui pratique le JS tous les jours ici. Tous les jours. Ah oui, et un autre truc, n'hésitez pas à m'interrompre pour les questions, on va pas faire ça à la fin, ça à fil de l'eau, comme ça moi, on sera dans le thème à un moment où vous répondrez. Donc le JS c'est quoi? C'est un langage de programmation qui est interprété à l'origine dans un navigateur qu'on appelait, qui est l'ancêtre de Rhino. Donc c'est un langage de programmation qui à l'origine, quand moi j'ai commencé, était quasi pas connu, on faisait des petites web qui bougeaient, c'était déjà pas mal. Et il y a un moment donné, on ne sait pas comment, on a vu apparaître des librairies, donc Dojo, Scriptaculous, et après jQuery. La plupart du temps pour faire ce qu'on appelle du... et j'ai oublié le nom bien sûr, des polyfills. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un polyfill. Parce qu'en fait, le problème qu'on avait à l'époque en JS, c'est que il s'exécutait de manière différente sur chaque navigateur. Par exemple, on avait le JScript pour Microsoft, on avait le JavaScript pour Firefox, et on avait d'autres moutures, on avait plein de choses. Avant que ECMAScript s'impose vraiment sa loi sur le JS, on avait plein de variations sur le JS. Donc on avait besoin de polyfills, des petites librairies, qui nous permettaient d'avoir une fonction générique que l'on appelait, et qui après, derrière, regardait quel navigateur tournait et exécutait le bon code par rapport au bon navigateur. L'exemple le plus concret qu'on avait, c'était l'appel Ajax, qui avait 4 façons différentes d'être appelé suivant les 4 navigateurs, surtout 2, à savoir celle de Firefox et celle de Microsoft, enfin des IE, qui étaient vraiment très différentes, celle d'IE est une catastrophe. Donc au fur et à mesure de l'avancée de ces scripts-là, les gens commençaient de plus en plus à s'intéresser au JS et à son usage. Et au fur et à mesure, très vite, en fait, on a vu apparaître plein de frameworks. Donc là, on a Backbone, Polymer, M, Vue, React, puis à la moitié, on les oublie. Tous ces frameworks-là, maintenant, servent à créer ce qu'on appelle des web applications, web apps. Ces web apps n'existaient pas quand j'ai commencé il y a 8 ans à travailler uniquement sur JS. Et parce que j'ai fait autre chose avant. Et donc il y a 8 ans, on n'avait pas tout cet écosystème-là. Et très vite, on est arrivé à tellement d'outils qu'on ne sait plus trop quoi choisir. On ne sait plus trop lequel va correspondre à notre usage. À l'époque, on savait encore, Scriptaculous, on savait ce que ça faisait. jQuery aussi. jQuery, on pouvait le modulariser en plus, c'était cool. Mais maintenant, franchement, entre Vue et par exemple Angular ou React, lequel des trois choisir, ces trois-là, lequel choisir, lequel correspond le plus à nos besoins, ça devient un vrai casse-tête. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technique pour départager. Donc là j'en ai pris 4, qui sont les 4 que je maîtrise de mieux. Donc si vous avez d'autres... alors, savoir qu'Aurelia ressemble beaucoup à Angular, ils sont un peu la même origine. C'est même un des développeurs Angular qui est parti pour Aurelia. React a donné beaucoup de petits aussi. C'était le premier à aborder ce qu'on appelle la reactive programming. Helm, alors c'est pas vraiment un framework, mais on va voir qu'il est intéressant à regarder parce que lui il ouvre des portes pour d'autres langages et pour d'autres frameworks qu'on voit qu'on a moins l'habitude de voir. Et Vue, parce que c'est vraiment un très vieux framework en fait, on s'en rend pas compte, mais Vue, il date pratiquement de l'ère de Dojo, donc ça veut dire c'est plus de 5 ans. Donc déjà, 5 ans ça paraît peu, mais en réalité pour un framework c'est très long. Donc voilà. Tout d'abord, on va commencer par voir, donc là, vous ne vous intéressez pas trop aux données, puisque les données sont datent de 2018, on n'a pas encore les données de 2019. Mais globalement, l'idée c'est d'abord de se dire, bon, j'ai un framework à choisir, j'ai une nouvelle application à faire. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer? Qu'est-ce que je dois regarder? Déjà, on peut se dire,
se réduire en fait à un certain nombre de frameworks, et dire tout ce qui est un peu trop exotique, je peux l'éliminer, je peux commencer à me faire une petite sphère, à regarder sur quelques frameworks, à sélectionner ceux qui sont le plus cotés, ceux qu'on voit le plus souvent, et aussi éviter de prendre ceux qui sont plus détestés, typiquement en Angular. Mais concrètement, comment on choisit? Comment on choisit parmi la masse de choses? Comment on choisit, comment on réduit en fait le scope à quelques frameworks? Et parmi ces frameworks, lequel on choisit pour notre solution? Alors, ouais, juste avant de passer sur vraiment que les frameworks, il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est concernant le JS, il y a beaucoup de frameworks qui vous annoncent des benchmarks, ou même des tests ou des comparaisons avec ce qu'on appelle le vanilla, le JS pur. Et notamment, on voit très souvent des benchmarks qui disent avec tel framework, vous êtes à seulement 0,2 secondes ou 0,3 secondes de plus que ce que pourrait faire le JS pur, sans framework. Et après, on a la comparaison. Alors, React, il est là, Angular, il est là, vous voyez, il est plus long, mais Vanilla est toujours au-dessus. Vanilla, enfin, avec le JS pur, on peut faire effectivement tous nos frameworks, on peut tout faire, on peut aller très loin. Sauf que récemment, un doctorant anglais a posé une thèse, donc il n'a pas encore soutenu. Mais dans cette thèse, en fait, il est question justement du JS. Est-ce qu'on est capable, à l'heure actuelle, en JS pur, de faire mieux que les frameworks? Et sa thèse montre que non. Actuellement, en fait, on ne peut pas, malgré tous les benchmarks qu'on a, on ne peut pas en fait arriver à faire avec une équipe de développement, même à 10 ou à 15, un peu importe que vous avez, vous n'êtes pas en mesure de réussir à faire ce que fait un framework. Tout simplement parce que dans le framework, ils ont utilisé tellement d'astuces dedans, la plupart ont des équipes qui travaillent depuis tellement longtemps et qui ont utilisé tellement de systèmes derrière, tellement de raccourcis, qu'il est impossible de retrouver par nous-mêmes la plupart des techniques qu'ils ont utilisées. Sachant que certaines sont même obtenues par l'IA maintenant. Je pense notamment à des tests qui ont eu lieu l'année dernière sur le fameux Gulf Challenge. C'est un concours en fait pour trouver le code le plus petit et le plus puissant en JS en utilisant quasi que des lettres. Et bien ce genre de choses, ce genre d'optimisation, elle est déjà inclue dans les frameworks. Donc même si le Vanilla vous dit que le Vanilla est toujours plus puissant, en réalité vous ne pourrez jamais faire ce que fait un framework avec du Vanilla pur, puisqu'en fait de toute façon ils sont passés par tellement de phases avant qu'il faudrait que vous fassiez la même chose qu'eux pour pouvoir obtenir ce que du Vanilla aussi efficace. Donc ça paraît alléchant de se dire on peut foncer, on peut faire que du JS, oui on peut faire que du JS, mais si c'est une vraie web app que vous voulez faire, une web app avec beaucoup de choses, concrètement, le JS pur ne pourra pas vous donner de meilleurs résultats que le framework, c'est juste pas possible. Ensuite, donc on va vite fait voir quelques frameworks que je vous ai déjà présenté, et voir quels sont les éléments importants qu'il y a à retenir de chaque. Alors je ne vous donne pas de code, de toute façon au niveau du code, certains sont en JS, certains sont en TypeScript, mais le temps que je passe les slides, vous n'aurez même pas forcément le temps de le lire. Et de toute façon, c'est difficile de montrer concrètement en code Angular qui sont des points intéressants. Donc on va vraiment s'intéresser à ce qui est intéressant de manière globale. Et sur du JS, déjà on peut dire que c'est un framework qui est très bien installé. Alors autant en France, pas tellement, comparé à ce qui peut être par exemple en Angleterre ou aux États-Unis ou même en Inde. Mais il faut savoir que c'est un framework qui a une très très longue expérience. C'est un des plus vieux, il est même plus vieux qu'Angular. Et quand il est bien installé, c'est qu'il ne profite pas que de l'expérience de ses anciens, il profite aussi de sa propre expérience et des expériences des développeurs qui sont passés dessus pendant très très longtemps et qui ont en fait stabilisé le framework, qui lui ont apporté vraiment son statut de vétéran, en fait, qui est toujours là parce qu'il est super bien. Il est très léger, c'est un des frameworks les plus légers qu'on puisse trouver. Alors, on ne va pas parler du poids exact, parce qu'en fait, obtenir le poids exact d'un framework, c'est juste impossible, on verra plus tard. Mais il est, par rapport à d'autres frameworks, il est très léger. Concrètement, très léger. Il est Babel free. Alors, est-ce que certains connaissent Babel? Qui connaît Babel? Ok. Vite fait rappel pour ceux qui ne connaissent pas Babel. Babel, c'est un outil qui sert à prendre un langage propre à un framework, typiquement le TypeScript, ou d'autres langages comme le PureScript aussi, je crois, et le recompiler en JavaScript pour qu'il fonctionne sur tous les navigateurs. C'est une sorte d'usine en fait à compiler des langages pour qu'ils soient vraiment du JavaScript qui fonctionne tout le temps. Ça, c'est Babel.
Et l'autre avantage de Babel, c'est qu'il fonctionne avec une NPM qui permet d'ajouter des éléments à un framework. On va dire grosso modo. Donc, Vue, lui, vient sans Babel. Alors, on peut utiliser Babel, mais il vient au départ sans Babel. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un CDN. Certains ont déjà utilisé un CDN ici. Qui a déjà utilisé des frameworks uniquement CDN? Ok. Le CDN, c'est ce qu'on utilisait avant, des serveurs de ressources qui nous permettaient de déposer notre script, notre framework, typiquement Dojo ou Scriptopus, qui étaient sur les CDN et on les appelait dans nos pages. Donc c'était avant d'avoir des compilateurs, avant d'avoir Browsifier, avant d'avoir Google et autres, on utilisait cette technique-là pour éviter de d'héberger nos propres scripts, on les mettait sur un CDN, typiquement tous les librairies étaient sur le CDN, et après on appelait le CDN directement pour que ce soit plus rapide et pour qu'on n'ait pas la charge d'héberger tout et puis de fournir les sources sur notre serveur. C'était quelques serveurs qui sont occupés. Et donc, Vue, lui, non seulement il est Babel Free, mais en plus il est sur CDN, c'est-à-dire qu'il c'est un des plus anciens, et donc qui a gardé cet aspect CDN. Donc, au lieu d'avoir à tout recompiler, on peut directement l'inclure dans une page web et ça marche. Je peux vous dire, juste inclure un framework dans une page web, c'est quasi plus le cas maintenant. Pour donner une ordre d'idée, c'est Angular, par exemple, quand on le déploie, on est obligé d'utiliser que Babel. On ne peut pas utiliser autre chose que Babel pour pouvoir le déployer. React, maintenant, c'est quasi impossible aussi de faire ça. Donc, Vue le Babel Free, et surtout, il bénéficie en ce moment d'une grosse hype. Ça date de cette année, c'est un peu l'année dernière, mais Vue, oui, a profité d'un regain d'intérêt de par en fait, sa simplicité d'usage et son aspect un peu old school, mais qui marche tout le temps. Qui fonctionne tout le temps en tant que framework, pas en tant qu'application. On va voir des choses un peu différentes. On enchaîne sur un petit fourbe, React. Alors pourquoi petit fourbe? Sachant que c'est React, ça a été mon framework préféré pendant de 2 ans et demi. Donc j'ai fait que du React pendant 2 ans et demi, du matin au soir. Et il est aussi très léger, mais il a plein d'avis. Ce que je veux dire voilà, c'est que là on est en fait directement dans la catégorie des frameworks qui, un peu comme Vue, sont très simples de base, ils ont un très petit cœur, ça marche très bien. Sauf que React, il est tellement simple qu'il ne prend pas en compte tout ce qui fait vraiment un framework de nos jours pour faire une web application. Typiquement, un routeur de React, ça n'existe pas. Et faire sans routeur de nos jours, ça devient vite compliqué. Et donc, React, il vient avec plein d'amis qui sont souvent React Router, React Animation, React Motion, React tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, généralement, React, on l'amène avec toute une série de petits frameworks qu'on va aller inclure, voire des scripts, parce qu'on sait que si on n'a pas ces scripts-là, React tout seul, c'est bien, mais ça ne va pas être utile. Et donc, il vient avec tout un groupe qui prend très vite du poids. Donc, lui tout seul, très léger, mais avec tous ses amis, j'ai déjà vu des applications React, par exemple, elles tournent autour de 2 mégas de chargement. C'était beaucoup. Mais bon, vu qu'il est très spécialisé, qu'il se contente de faire une chose très bien, à savoir gérer les composants, et tout ce qui est autour, il le fait mal. Ou pas du tout. Donc, comme je dis, il est faussement petit, et généralement, on peut arriver à des poids assez volumineux. Pas autant que l'Angular, heureusement, mais de 2,5 mégaoctets pour une application en React, c'est possible. On peut y arriver. Et donc, les chiffres mentent. Ça, c'est un autre point important qu'on verra un peu plus tard aussi, mais globalement, sur les frameworks, ne vous focalisez pas sur les benchmarks. La quasi-totalité des benchmarks prennent tout simplement le framework de base et un petit script genre un to-do, en disant ah, regardez, mon to-do il fait plein de choses, ouais, mais ton to-do appliqué à une véritable application, ça ne marche pas. Donc, les chiffres, la plupart du temps, sur React sont annoncés avec un React vraiment très light et avec juste ce qu'il faut pour qu'il marche. Et généralement même optimisé avec le gars derrière comme beaucoup avec le deep learning, pour faire en sorte que le code aille super vite. Donc c'est pas faire attention. D'où le nom de différent. Après ça reste quand même un bon framework. Donc on arrive après à la montagne, donc là on a l'inverse, on a quelque chose qui est hyper lourd, mais vraiment hyper lourd, qui est Angular. Angular, alors là vous avez tout. Genre, surtout la version 1, alors la version 4, maintenant la 6 ou 7, vient avec des outils un peu différents, mais globalement vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez
avec ce framework. À partir du moment où vous maîtrisez, vous avez tous les outils pour faire l'application juste dans Angular. Même pas besoin d'aller chercher un script ailleurs, tout est dedans. Ça, c'est magique. Par contre, je suis Babel. C'est React, Angular, c'est le framework qui se base le plus sur Babel en ce moment. Donc vous ne pouvez pas utiliser Angular sans Babel, c'est pas possible. Tout simplement parce que Angular est codé en TypeScript et le TypeScript a besoin d'être compilé après en JS. Donc juste avec cette simple dépendance, ça nous oblige à passer par un compilateur qui va nous transformer le code d'Angular en code potable pour un navigateur. Angular souffre aussi, dans une moindre mesure, du même problème que React, à savoir qu'il peut tout faire tout seul, mais généralement on ne l'utilise pas tout seul. Et on voit souvent arriver des mix avec par exemple React, Redux, Angular. Ouais, ça paraît bizarre, mais ça marche. Enfin, ça marche dans de bonnes conditions. Et ça permet généralement d'accompagner Angular de petits éléments qui nous facilitent la vie et qui permettent d'accélérer, notamment si on a des devs qui ne sont pas forcément Angular mais plutôt React ou des devs qui sont plutôt Vue, on va pouvoir faire en sorte que tous ces devs bossent sur des pièces un peu, enfin des parties différentes avec le framework qu'ils utilisent le mieux, qui sont plus l'ont plus utilisé, et ça va quand même marcher en fait en tout rassemblement. Donc on peut faire du React avec de l'Angular, ça marche. Mais bon, on peut toujours utiliser Angular tout seul, ça marche très très bien. Et il fournit absolument tous les outils pour faire une véritable application de bout en bout. Le routeur il est là, la gestion des factories il est là, les composants il peut les gérer aussi. Enfin, vous avez vraiment le panel d'outils complet. D'où le fait que ce soit un version standard. Actuellement, Angular, c'est l'un des frameworks les plus utilisés au monde. Les chiffres en 2018 montrent clairement que Angular il est utilisé quasi partout. Parce que, déjà, produit par Google, Google étant derrière, forcément, il y a beaucoup d'expositions, mais surtout parce que c'est un des rares à vraiment avoir l'ensemble des outils en une seule fois. Et forcément, Angular vient avec une Babel qui vient avec NPM, et NPM vient avec Node, vu que Node a été très hypé pendant très longtemps. Et bien forcément, Angular venant avec NPM, c'était un petit peu qui venait avec le Node. Souvent, ça venait de pair. Alors là, donc, je vous ai présenté trois frameworks qui sont vraiment très très connus, que tout le monde utilise. On a vu que chacun avait ses avantages et ses inconvénients, qu'ils ont chacun aussi une façon de voir l'approche framework qui leur est vraiment propre. Donc Angular, je fais tout, React, je suis spécialisé, Vue, je fais tout, mais je reste léger et old school. Donc plutôt en intermédiaire. Et là, on va vous montrer un autre, donc, qui est moins connu celui-là, sauf dans les pays anglophones. Mais en France, j'ai beaucoup de mal à trouver d'autres devs. Donc, qui est N. Alors N, c'est vraiment un Shaolin, dans le sens où, pour apprendre le N, il faut que vous appreniez la programmation fonctionnelle. Donc, si vous n'êtes pas du tout au courant de la programmation fonctionnelle, il va déjà falloir commencer par là. Ce qui est vraiment, par contre, un frein à l'apprentissage de ce framework. Donc, vraiment, qui est en fait plus qu'un framework, c'est vraiment un langage à proprement parler. L'avantage de M, c'est qu'il fait des trucs ultra badass, dans le genre une application qui ne plante jamais. On a des applications actuellement en N qui tournent depuis plus de 8 mois, qui n'ont planté que 15 fois. Je vous laisse imaginer. En Angular, on a à peu près autour de 100 à 200 bugs hebdomadaires sur des applications typiques. Voilà, et ça plante entre 100 à 200 fois par semaine. Grosso modo, si l'application est bien faite, elle, on est à 15 en 8 mois. Il y a des gens qui se sont fait virer aux États-Unis à cause de elle, parce que l'application était tellement bien faite, enfin, et surtout ne plante jamais, que il n'y a plus de boulot. Donc, elle, c'est vraiment c'est que tous les autres frameworks à côté paraissent nuls. Le problème, c'est que pour l'apprendre, c'est un petit peu compliqué. Concrètement, si vous voulez apprendre la M, mettez-y que faut vous dire que vous allez passer 3 mois à l'apprendre, juste pour pouvoir faire un cours. Grosso modo, c'est hyper compliqué, mais derrière, vous avez des choses absolument géniales. Sachant que M aussi a été fondé par une personne dont je ne me rappelle jamais le prénom, c'est un nom de famille ukrainien. Excusez-moi, mais je ne parle pas ukrainien du tout, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais il l'a créé en fait sous forme de thèse à l'origine, et sa thèse c'était peut-on faire mieux que les FRP? Alors FRP, est-ce que ça parle à quelqu'un?
Functional Reactive Programming. C'est les théories qui ont été faites en 95 pour la plupart, on va aller très vite, sur comment faire pour avoir une interface la plus réactive et la plus efficace et surtout sans bug possible. Donc les FRP à l'heure actuelle sont surtout utilisés en Haskell et on prouvait, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui a été prouvé notamment par des algorithmes comme Coq, donc qui sont des algorithmes de preuve, hein, des gens qui font que tester savoir si ça marche ou pas. Et donc les FRP ont été démontrés que c'est le truc qui marche tout le temps. Ils ont beau essayer, ils n'arrivent pas à les planter. Ça marche. Et donc lui, en créant la personne qui a créé elle, s'est dit on va faire un concurrent FRP, on va aller un peu plus loin, et on va le faire pour JS. Et donc il a donné elle. Donc concrètement, ce truc-là, son but, c'est de ne pas planter. Et vous apportez la même chose que les autres frameworks, mais surtout pas planter. Et ça marche super bien. Là, ça fait 4-5 mois maintenant, je suis pas d'avec. Et mes applications ne plantent pas. Ce qui me change un peu la vie. Je n'ai pas connu ça depuis des années. Là, pour maintenant, voilà, c'est que, comme je disais, comme je marque, là, ça revient un peu de Shaolin, l'apprentissage est hyper dur. Après, dans une équipe, ça peut être plus simple si vous avez des personnes qui en sont déjà formées au langage fonctionnel, notamment Kotlin ou Haskell. Surtout Haskell, parce qu'elle est codée en Haskell derrière. Et par exemple, ReasonML a été, j'ai noté, PureScript et ReasonML sont deux langages qui sont très proches de elle, on fait des choix différents, mais qui dans la philosophie sont exactement la même chose. Sachant que elle et PureScript sont effectivement codés tous les deux à partir de Haskell et ReasonML depuis OCaml. Et ReasonML est actuellement utilisé par Ubisoft. Ça fait 6 mois qu'il est en production, quand on a rencontré ton intervenante qui était au Devox. Et en 6 mois, ReasonML, donc ils ont recodé une application pour Ubisoft en ReasonML entièrement. Et au bout de 6 mois, ils avaient eu 5 ou 6 bugs. Voilà. Alors que l'application est en prod, voilà, il y a 5 ou 6 fois où l'application a vraiment planté. Et je crois que sur les 5 ou 6, il n'y avait que 4 où c'était vraiment une erreur, où c'était pas vraiment une erreur, c'était juste l'application qui avait forcé la main, passant par la console. Donc vous avez vraiment 2 erreurs sur l'application. Voilà. Quelque chose qui marche. Et ReasonML, ils ont arrivé. Vu que ça vient de OCaml, en fait, et que c'est poussé par Facebook, donc on appelle Facebook derrière, c'est un langage qui s'apprend plus facilement que le L. Après, moi j'aime bien le L. Vous avez le choix, hein, vous pouvez aller voir l'autre. Vous verrez que de toute façon, ils sont tous un peu dans la même vue, ils habitent un peu tous dans la même sphère. Donc voilà, on a vu 4 frameworks. 4 frameworks qui présentent un petit peu ce qu'on peut voir de manière globale. Une question peut-être? Non? Non. Une 4 frameworks qui présentent en fait de manière globale ce qu'on peut trouver en fait sur le marché, les différents types de frameworks qu'on va avoir, donc le générique qui fait ça bien, le générique très lourd, le spécialisé, je m'écarte totalement, je prends un nouveau chemin qui est vraiment très vieux et qui est un autre univers. Mais concrètement, ça ne nous permet pas de choisir vraiment lequel des 4 je vais utiliser. Et déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui n'est pas intéressant que je garde quand je choisis un framework. Qu'est-ce que je peux déjà de base dire, bah non, de toute façon, ça, je n'utiliserai pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Et bien, on a tous ces arguments-là. Déjà, la taille. Ne vous fiez jamais à la taille d'un framework. Ça n'a aucun sens. J'ai vu des applications Angular faire 43 mégaoctets une fois compilées pour l'interne. Voilà. Même Angular de base, il ne fait pas 43 mégaoctets. J'ai vu des applications React faire 2,5 mégaoctets, ça ne posait pas de problème à la personne qui l'avait codé. Pareil, Vue.js, on peut les associer plein de plugins et sa taille peut monter en flèche, même si ça fait que quelques kilos de base. En réalité, on peut très vite finir avec des CDN de partout et des scripts qui font des choses absolument atroces et qui font exploser sa taille. Donc ne vous fiez jamais à la taille d'un framework, de toute façon ça n'a aucun sens, vous allez toujours devoir ajouter vos propres piles, vos propres éléments au framework. Donc ça ne va jamais faire cette taille-là. Ensuite, le niveau performance, alors comme je vous disais sur le JavaScript pur, on ne peut jamais avoir les performances affichées de toute façon dans les benchmarks. C'est pas possible, ça a été fait pour être benchmarké, c'est comme quand on fait les tests avec les supercalculateurs, c'est fait pour avoir des chiffres, c'est fait pour faire joli. Mais en aucun cas les performances ne sont réelles. La plupart des gens d'ailleurs qui ont testé React, il y a un moment donné, il y avait un petit jeu sur quelles sont les performances en React.
et on avait des écarts de parfois 4 à 5 secondes. On ne parle pas de microsecondes, on parle de secondes sur des applications qui faisaient quasiment rien en React. J'ai vu des applications Angular, par exemple, afficher 34 secondes avant de lancer l'application correctement. Vous vous rendez compte, 34 secondes, c'est juste mort. L'application, vous la pilez avant même de l'exécuter. Donc et pourtant, c'était codé en React avec les derniers standards, script comme il faut, bien compilé, bien développé, pas de problème. Mais en fait, les performances, c'est juste votre code derrière qui va faire la différence. Donc vous pouvez avoir le meilleur framework du monde, si derrière les performances, si vous écrivez n'importe quoi, ou si vous avez une lib qui prend énormément de ressources, qui peut arriver aussi, notamment des libs graphiques comme Raphael.js ou des libs de calcul notamment utilisant les GPU, comme on voit beaucoup pour du minage. Et en fait, ça va alourdir votre application et les performances ne seront jamais équivalentes parce qu'ils sont affichés sur la page du framework, c'est juste pas possible. Ensuite, les prérequis tiers, il y a certains frameworks qui ont l'audace de dire ah, vous avez besoin que de ça comme ça. Typiquement, React le faisait avant qu'il l'enlève. Quand on avait encore la version 0.14 de React, ils avaient dit ouais, vous avez besoin que de React, et puis ça, et ça va, et puis ça marche. En réalité, on avait regardé à la fin une application pour un agenda. On avait créé un agenda en React. On avait regardé la liste des composants nécessaires, on est arrivé à 24 composants nécessaires en plus de React. Donc 24 composants, donc prérequis tiers, pour faire fonctionner l'application. Et on avait juste un cadre agenda. On ne parle pas d'une application avec plein de pages, juste un agenda. Après, il y a beaucoup d'applications qui vous disent regardez, on a tant d'applications présentes, tant d'applications qui ont été développées avec ce framework. Typiquement Angular. Angular, ouais, nous avons plus de, je ne sais plus combien d'applications qui tournent sur Angular. Oui, combien d'applications fonctionnent correctement? Quel est le nombre d'erreurs de ces applications de manière journalière? Combien de bugs journaliers possèdent ces applications? J'ai vu des applications avoir 40 bugs journaliers. Je laisse imaginer l'expérience utilisateur. Vous avez 40 personnes qui utilisent l'application pour laquelle l'application va être buggée. Ces gens ne pourront pas utiliser l'application. Super. Donc, combien d'applications ont été faites avec un framework qui n'a aucun sens sans d'autres chiffres? Et ces chiffres-là, on ne vous les donne jamais. Donc, c'est un truc qu'il ne faut jamais les regarder. Ensuite, les logos d'entreprise. Alors là, c'est un truc qui est magique, notamment sur, je sais pas si tu as vu qu'il a fait à un moment donné, et Angular, il vous donnait un énorme poster avec plein d'entreprises, genre Capgemini, Thales, Google, enfin plein de trucs. Et ouais, tous ces trucs-là, ils utilisent notre framework. C'est super, mais pourquoi ils l'utilisent? Ça, c'est encore plus intéressant. Et il y a une entreprise qui a révélé justement que le framework qu'elle utilisait dans un cas bien précis, c'était de faire une transition entre une application lourde, donc, qui était codée en technologie lourde, donc vieille, ancienne, vers un autre framework, et en fait, ils avaient besoin juste d'un framework pour faire la passation. Donc ils ont juste utilisé le framework pour faire passer de l'un à l'autre. Et c'est tout. Et j'ai vu une autre personne qui disait que dans l'entreprise, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le framework juste pour tester. Et en fait, ils ont fait un POC avec, et le POC a tellement bien marché qu'ils ont dit on prend le POC, on le met en prod. Sauf que ça marche pas. Enfin, ça marche pas, ça marche à moitié. Mais le POC fonctionne dans certains cas. Et on a plein d'entreprises qui font ça. Facebook, par exemple, a fait ça à un moment donné. Ils avaient une application en XAML qui n'a servi qu'à démontrer les annuels. L'application n'a rien fait d'autre. C'est leur langage, c'est eux qui l'ont créé, enfin, je mets ça derrière. Ils ont créé les annuels, ils ont fait un POC, ils ont dit voilà, on prouve vos annuels, et c'est tout. Voilà. De toute façon, on a un truc qui marche bien, on fait des aspects derrière, ça marche super bien. Donc, surtout, quand vous voyez plein de logos d'entreprises, pour vous dire que ces entreprises-là, elles ont peut-être juste téléchargé une fois le framework, mais elles l'ont peut-être jamais même utilisé. Des fois, c'est juste un truc qui reste en interne, qui ne sera jamais déployé, tellement c'est nul, et ça arrive à longueur de journée. Plein de cas comme ça, j'ai des React qui n'ont jamais été déployés parce que trop gros, et pourtant j'étais enregistré en tant que développeur React. J'ai dû avoir 2 applications déployées en React sur un an. J'ai fait plus que ça, mais 2 applications. Je ne considère pas que ces 2 applications suffisent à mettre 2 logos, sachant qu'en plus derrière ça a été enlevé pour un autre commande. Donc on enchaîne sur la liste très longue, des fois vous verrez aussi qu'ils vont vous mettre plein de fonctionnalités avec une liste super longue, et c'est à vous de voir quelle est la fonctionnalité qui vous intéresse. Est-ce que ça correspond à vos fonctionnalités?
Et pareil, hein, encore une fois, il y a plein de gens qui s'amusent à faire plein de choses sur Internet. Il y en a qui sont amusés à regarder les synonymes. Et on avait une page, alors c'était sur, c'était sur Aurelia, et je crois qu'il y avait la moitié des cas c'était des synonymes. Il y a plein d'exemples qui montrent que sans communauté, la plupart du temps, ça va marcher au début, ça va même marcher beaucoup, et puis bon, ça va se casser la gueule, et ça va s'arrêter. Un autre exemple, c'est Scriptaculous. Scriptaculous, la communauté n'a jamais vraiment pris. Pourtant, c'était un super système, hein, il y avait vraiment plein de choses dedans. Et la communauté derrière, c'était pas ça. Parce qu'en fait, c'était parti un peu dans tous les sens, donc chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et comme il n'y avait pas de communauté derrière, c'est ça. Après, il y a d'autres problèmes aussi. Là, on y vient, c'est le support. Pourquoi Angular, React et Vue? Alors surtout, pourquoi Angular et React, qui sont les deux principaux concurrents, concrètement Vue et N, par exemple, ont moins d'usage, en fait, moins de personnes qui utilisent, c'est simplement parce que derrière, ils ont un support. Angular, vous pouvez payer, React aussi, hein, parce que Angular c'est Google, React c'est Facebook. D'ailleurs, vous pouvez payer pour avoir un support. Et ça, pour une entreprise, c'est juste le bénéfice. Si une entreprise n'a pas de support pour le langage qu'elle utilise, ça veut dire qu'elle prend le risque de ne pas pouvoir corriger un bug qui peut être critique, et surtout au dernier moment. On prend l'exemple, dans d'autres langages, on a Qt, qui est un langage qui est très utilisé. Ils vendent leur support pour des bateaux ou pour des voitures. Du moins, les voitures connectées de nos jours utilisent Qt la plupart du temps à embarquer pour les interfaces. Il faut savoir qu'ils payent 4 500 € à l'année pour avoir du support. Et une entreprise qui paye 4 500 € elle s'en fout, c'est rien pour elle. C'est vraiment rien. Si vous n'avez pas de support dans un cadre industriel, dans le cadre d'une entreprise, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Parce que ça veut dire que derrière, si vous avez quoi que ce soit, vous êtes tout seul. Et la communauté, alors c'est bien pour avoir de nouvelles fonctionnalités, détecter des bugs, remonter des issues, mais c'est pas elle qui va corriger le bug forcément. Et parfois vous pouvez attendre des semaines sans que le bug soit corrigé. Au limite, des fois c'est même à vous de corriger le bug. Sur React, la plupart du temps c'est Facebook qui corrige le bug. Parce que Facebook est derrière et que Facebook continue à pousser React. Et pareil pour Angular. Angular, pourquoi la version 1, je sais plus combien, et la version 4, il y a cette barrière-là qui empêche de passer vers l'autre, c'est parce qu'à un moment donné, Google nous dit bon, on a trop de bugs sur la dernière version, on passe vraiment à un nouveau palier, on change tout. Mais voilà, ça c'est vraiment le support. C'est à un moment donné, on arrête et l'entreprise qui est derrière dit fait quelque chose bien. On corrige et on arrête de faire du patch. Ça, c'est le support. C'est quelque chose qui vous assure en fait que vous avez un filet de sécurité, pas que la communauté. Après, vous avez les capacités. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la liste à rallonge, qui est à faire attention à sa liste à rallonge. Par contre, il ne faut pas la jeter à la poubelle non plus. Je dis, il faut faire attention aux synonymes. Faire en sorte que la liste soit triée, qu'on puisse savoir comprendre en fait que 15, on n'a peut-être que 5 ou 6. Mais ces 6-là sont importants. Il faut quand même voir que, par exemple, React ne va pas correspondre à toutes les applications. Parce que React, par exemple, n'a pas de routeur. Donc c'est un point vraiment important si, par exemple, dans votre équipe, il n'y a pas quelqu'un qui spécialise des routing ou que vous n'avez pas pensé en fait à prendre une application à peut-être faire des routing exprès, ou j'ai besoin de Redux, ou j'ai besoin d'autres choses, ou Overboard ou autre. Les capacités en fait d'un framework sont quand même à prendre en compte. Il faut juste faire très attention quand elles sont notées, parce que souvent ce sont des listes énormes, et sur cette liste-là, il n'y aura que 5 ou 6 éléments intéressants. Mais ces 6 éléments-là sont pertinents. Et le dernier élément, c'est la courbe d'apprentissage. Concrètement, c'est pour ça que N, pour moi, je m'écarte un petit peu du domaine et que je reste surtout React Angular. Plus un framework est connu, plus il y a de ressources pour l'apprendre et plus il est facile de former des gens dessus. Et concrètement, si quand vous lancez votre application, vous avez une équipe de 4 et que vous devez passer à une équipe de 8, si votre framework est peu connu, le problème c'est que pour passer de 4 sur 8, vous allez juste galérer. Et ça peut faire la différence entre une application qui peut être livrée à temps et va marcher, et une application qui est très intéressante, mais ne va pas pouvoir la développer à temps, et va donc finir par mourir parce que l'équipe ne sera pas en mesure de la terminer correctement. Donc la courbe d'apprentissage, c'est ce qui vous indique en fait si vous allez pouvoir former des gens rapidement sur une technologie, et si vous allez pouvoir en fait surtout vous en sortir pour l'apprendre, ou si par exemple votre chef de projet n'a aucune connaissance, est-ce qu'il va quand même pouvoir maîtriser les bases. C'est un petit peu un indicateur qui vous donne celui-là vaut mieux hésiter, ou celui-là c'est ok. Il va galérer, mais il peut quand même l'aimer.
Typiquement, N par exemple, c'est no way. React ou Angular, par exemple, c'est plutôt, on a beaucoup de Java, TypeScript, ça ressemble à Java, donc ça passe, on peut foncer. On a beaucoup de développeurs Java sur la main, ou au pire, on prend des Javaïstes et hop, allez, ça peut passer. Donc ces 4 points-là, c'est les 4 vraiment importants pour vraiment noter un framework. Et typiquement, comme je vous le disais, Angular, par exemple, répond à ces 4 points-là, React aussi, Vue un peu moins, mais ça passe, N non. Et Aurelia, pareil, la communauté d'Aurelia et le support d'Aurelia sont compliqués de nos jours. Et on peut faire ça pour tous les frameworks. En fait, vous allez voir que vous allez ressentir souvent un peu les mêmes. Et souvent, ce qui sont en fait les frameworks les plus répandus sont souvent ce qui correspond à ces 4 points. Parce que c'est les 4 les plus importants. C'est la suivante. Donc là, c'est bien, on a parlé des frameworks, on a parlé de plein de choses au niveau technique. On a parlé de tout ce qui peut toucher au framework en lui-même. Mais il y a déjà des éléments que je vous ai donnés en fait, qui montrent que le framework, c'est pas tellement le problème. En réalité, quand vous choisissez un framework, c'est un petit peu le dernier élément que vous faites. Mais avant de faire ça, il y a déjà des phases avant. Et c'est la maintenabilité et l'efficacité de votre solution. Et là, on n'est plus sur le framework, on est sur la solution que vous développez. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que la plupart du temps, tous les frameworks vont faire à peu près la même chose. Même si, comme je vous l'ai montré avec les 4 points, on arrive à avoir des différences, globalement, ils vont tous vous permettre de faire la même chose. Et au pire, vous allez pouvoir vous retourner sur vos pattes avec un peu de JavaScript bricolé dans un coin, ça passe. Dernièrement, par exemple, j'ai fait du M avec du jQuery, ça passe. Ça tombe bien. Il y a aussi, j'ai vu du React avec du Scriptaculous, il y a des gens qui utilisent encore Scriptaculous. Ça passe aussi, ça va, ça marche aussi. Polymère non, mais Vue par exemple, pareil, ça passe. Mais le principal problème que l'on voit en fait, c'est la maintenabilité et l'efficacité de votre solution. Est-ce qu'elle est maintenable, est-ce qu'elle est efficace? Et ça n'a pas de rapport avec votre framework, ça a un rapport avec la manière dont vous concevez votre application. Donc on va finir sur ça. Donc sur les éléments techniques, pour maintenir une application, le principal élément que vous avez à prendre en compte, c'est les user stories. Qu'est-ce que fait votre application? Comment vous allez concevoir en fait l'expérience utilisateur au sein de votre application? Par quoi l'utilisateur va-t-il passer? Est-ce qu'il va d'abord avoir un accueil, puis après il va se loguer et revenir sur une autre page? Est-ce que le login, c'est juste un petit encart et ça ne va pas renouveler toute la page, ça ne va pas le casser dans sa navigation? Est-ce que je fais comme Jamendo et que j'ai juste une barre en haut et quasiment rien et comme ça les gens profitent à fond de leur expérience? C'est les user stories. C'est comment vous concevez, avant même d'avoir choisi leur framework, comment vous concevez l'application que vous allez faire. Donc on a quelques points aussi dans les user stories, c'est que plus vous écrivez la user story, plus vous définissez avec précision ce que l'utilisateur va faire de votre application, plus votre application sera opérationnelle. Parce qu'en fait, vous allez savoir exactement ce que l'utilisateur peut faire. Et donc vous allez vous attacher à chaque chose qui va pouvoir vous planter. Et donc vous allez rendre votre application plus opérationnelle parce que vous allez savoir où corriger les problèmes. Vous allez aussi pouvoir écrire des fonctionnalités plus claires et précises, pas forcément très détaillées. Une application de base peut être écrite très simplement, mais si vous avez de bonnes user stories, vous allez avoir une vision claire et précise de ce que vous allez quand même faire. Et ça, c'est un gage de qualité pour votre application. Ensuite, un autre élément qui est à prendre en compte, c'est que vous gérez un produit et que vous ne gérez pas un projet. Ça, c'est un élément que beaucoup de personnes ont du mal avec. Et qui est très bien mis en lumière par un gars de chez Google qui a dit que le problème d'Angular, ce n'est pas de créer l'application avec Angular, c'est de maintenir l'application avec Angular. Parce que la plupart du temps, c'est des problèmes qui n'arrivent pas au moment de la création, ni au moment de la production, ils arrivent après la production. Et c'est pour ça qu'on parle de maintenir les user stories, c'est que quand vous créez une application, vous ne créez pas un projet, vous créez vraiment un produit qui a une durée de vie qui ne s'arrête pas au moment où vous terminez le projet. Le projet, c'est le moment où vous faites l'application, vous commencez à faire les drafts, les user stories, et vous la mettez en production. Et là, ça c'est la fin, et après il y a toute la vie du produit derrière. Et une application, c'est un produit. Et jusqu'à ce que l'application soit plus jamais utilisée, que vous n'ayez plus qu'un utilisateur,
votre application reste en vie. Et vous avez en fait une obligation de la maintenir toujours. Donc ça, c'est des éléments techniques qui font partie de la maintenabilité et qui font que votre framework, peu importe lequel vous avez choisi, il faut que vous soyez en mesure en fait, d'avoir une vision claire de vos user stories et de là où vous voulez aller. Et après, on a l'efficacité, ou aussi noter ce qu'on appelle le principe de KISS. Qui connaît le principe KISS? KISS. Ok. Keep it simple. Stupid, comme keep it simple or stupid, ou unstupid. À l'origine, ça vient de la PEP numéro 8 de Python. Le truc qui a été écrit par Guido van Rossum lui-même, le créateur du langage Python. Et dans cette PEP, en fait, ils disent simplement, si vous voulez faire un truc, vous faites juste ce truc. Vous ne faites pas quelque chose d'à côté, vous mélangez pas tous les trucs. On parle souvent de faire un gros refacto ou une factory générique ou du code polymorphique. Non, non. Le but, c'est de faire quelque chose qui marche. Même si vous le faites 40 fois à peu près la même chose, c'est pas grave. Vous faites 40 choses qui marchent. Et faites chaque chose simplement. Ça va avec l'user story. Mais c'est un petit peu différent parce que dans la user story, là, vous êtes plus proche de ce que l'utilisateur va voir. Autant dans l'efficacité, c'est plutôt la manière dont vous allez concevoir votre programmation. Je parle bien de concevoir, pas d'écrire. Vous pouvez écrire un code en Java ou en C ou même en JavaScript pur qui va aller à l'essentiel. C'est indépendant du langage. Maintenant, avec WebAssembly, on fait même du C ou du Rust sur du web. C'est que je vous dis, ça dépend absolument pas du langage, ça dépend vraiment de la conception que vous avez. Il faut que vous alliez à l'essentiel et que votre interface soit lisible. Alors, interface dans le sens informatique, donc ça veut dire aussi bien la partie code que la partie visuelle, la partie UI. Si vous faites quelque chose de simple, vous faites quelque chose d'efficace. Parce que vous savez que chaque chose, elle est faite une seule fois et elle est faite que pour ça. Vous n'avez pas d'interférence, vous n'avez pas d'éléments que ça. C'est là où justement on part sur des langages comme Elm ou comme Haskell qui, eux, ont dans l'idée que vous faites une seule chose, vous ne pouvez pas faire de la fin. Et que le refacto est très dur, mais à contrario, ils le font tellement bien qu'on n'arrive pas à le faire tenter. Privilégier un temps d'apprentissage court. Alors, ça parle aussi bien pour la partie technique, c'est-à-dire que si vous avez dans votre code, s'il faut 2 jours pour apprendre ce que votre fonction fait, ça veut dire que votre fonction n'est pas valable. Alors, elle peut peut-être un truc magique, mais concrètement, elle sera ingérable et elle sera immaintenable. Vous ne pourrez pas venir la modifier, vous ne pourrez rien faire avec. Et dans les frameworks, typiquement en Angular 1, le gros problème qu'on avait, c'était des factories qui faisaient 300 lignes, et ces factories étaient juste immaintenables parce qu'on ne pouvait pas les lire. Parce que la personne qui les avait codées savait exactement ce qu'elle faisait, et qu'elle avait sans user story, sans but simple, clairement défini, on était juste incapable de lire correctement comment la factory était faite. Et on a fait les factories. Donc, il faut toujours privilégier un apprentissage court. Pour la partie code, comme pour la partie aussi UI. Si votre application, si votre user story est courte, si le user, si l'utilisateur n'a pas besoin d'apprendre, s'il peut pratiquement faire tout directement, comme je vous reprends l'exemple de Jamendo, vous avez juste la barre. Jamendo, c'est un site de musique, un petit peu comme Deezer, mais qui, je ne sais pas si ça existe toujours. Et à une époque, ils avaient juste une barre en haut. Et après, vous aviez directement la musique. Donc l'utilisateur, il avait juste à taper dans la barre la musique qu'il cherchait, et il pouvait directement écouter la musique. Et ça, c'était, je parle de choses qui existent il y a déjà 6 ans. Et donc là, l'utilisateur, il savait qu'il avait un bouton de connexion, la barre de recherche, et la musique qu'il voulait écouter. Là, le temps d'apprentissage était quasi zéro. Parce qu'il avait déjà la musique affichée, même avant même de se connecter, avant même de créer un compte, il avait déjà la musique qui s'affichait. Donc là, plus le temps d'apprentissage est court, tant au niveau technique qu'au niveau UI, plus votre application sera efficace, plus vous aurez de facilité à la maintenir. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et pour terminer, des procédures légères. Donc comme je vous disais, une factory de 300 lignes, c'est ce qu'elle fait, elle fait au moins 200 lignes de trou. À l'heure actuelle, vous avez des sites, alors je ne me rappelle plus le nom, qui vous donnent le nombre de lignes de code que doit faire un fichier suivant son langage. Typiquement, un langage de programmation en Java, dépasser les 1500 lignes de code, vous êtes trop grand. Python, vous dépassez les 400 lignes de code, votre fichier est trop long.
JavaScript, je crois que c'est, suivant le framework, vous savez, mais grosso modo, c'est 150, 200 lignes de code. Au-delà de 200 lignes de code, c'est que le fichier est trop long, c'est qu'il y a quelque chose qui planche. Voilà. Plus vous écrivez de code court, plus vous pourrez vous focaliser sur ce qui va planter, et plus vous allez pouvoir pointer du doigt là où vous avez une erreur. C'est une des clés de la conception. C'est vraiment un élément qui est vital avant même de changer un framework. Et ça va vous permettre aussi de voir après, dans le framework, si vous avez vraiment les outils pour pouvoir mettre ces éléments-là en place. Je crois que c'est la fin. Ouais. Donc, lequel de nos valeureux guerriers a réussi à passer le bout de ces slides. Angular, concrètement, il reste, mais il est vraiment lourd et il faut vraiment le conseiller dans un cadre de structure stricte, claire et très précis, parce que ça peut vite devenir une grosse usine à gaz, parce que c'est déjà ce qu'il est au départ. Vue et React sont un petit peu différents, mais ont aussi leurs propres problèmes, leurs propres avantages, qui fait qu'il vaut mieux éviter d'utiliser React, concrètement, pour le nombre de dépendances qu'il apporte et pour la complexité qui va très vite apparaître quand vous allez devoir gérer plein de choses différentes, qui sont dans plein de niveaux différents, et votre fichier NPM, généralement le package.json va commencer à devenir très très gros. Vous allez commencer à avoir des problèmes avec React. Vue est un petit peu différent. On voit plus Angular, tout en ayant quand même des éléments de React, un peu un bon unité. Mais concrètement, ils sortent tous du ring parce que de toute façon, ce n'est pas ça qui va vraiment faire une différence au niveau de votre application. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre conception de départ et sur l'écriture des user stories. Si vous avez votre conception claire, efficace, vous avez les user stories qui sont définies, alors en ce cas-là, vous avez une application avant même d'avoir un framework. Concrètement, si votre application est déjà présente avant d'avoir un framework, vous avez déjà réussi en fait, à faire votre application. Peu importe le framework que vous utiliserez derrière, c'est déjà quasi terminé. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, merci de m'écouter jusqu'au bout.